On dit souvent, vous le savez, de la forêt qu'elle est un poumon vert. À Porto Rico, elle est à la fois le poumon et le cœur. C'est l'héritage gorgé de chlorophylle. Quand le soleil se couche sur l'île de Porto Rico, la forêt caribéenne d'El Yunque se réveille. L'association Para la Naturaleza propose des randonnées nocturnes dans les sentiers forestiers. J'ai déjà vu un gros lézard par ici. Explorer cette vie nocturne, ça peut sembler original, mais c'est très important. La jungle est tout aussi active et vivante de nuit. On peut entendre des bruits différents venant d'espèces animales noctambules qui jouent elles aussi un grand rôle dans l'évolution de la forêt et qui font partie de l'orchestre nocturne d'El Yunque. El Yunque, l'une des forêts tropicales les plus humides au monde, abrite plus de 150 espèces animales, dont certaines uniques, comme la petite grenouille arboricole coquille. La grenouille coquille est importante pour nous car elle représente notre foyer. Ici, à Porto Rico, on dit toujours cette fameuse phrase « Je suis d'ici comme le coquille ». Le mot coquille vient de ce chant. Le ko sert à éloigner les mâles et le ki à attirer les femelles. Les mâles n'entendent que le ko, les femelles n'entendent que le ki et nous entendons les deux. Berceau de la nation portoricaine, cette forêt à l'aura mystique a accompagné l'histoire mouvementée de cette île colonisée et occupe une place à part dans le cœur des Portoricains. Située à seulement une cinquantaine de kilomètres de la capitale, San Juan, El Yunque s'étend sur une terre montagneuse qui accroche les nuages poussés de l'océan par les alizés. Les Indiens Taïnos, qui vivaient sur l'île avant la conquête espagnole, croyaient que leur divinité suprême, Yucau, résidait au sommet d'El Yunque. Ils l'appelaient Yuke, la terre recouverte de nuages. Pour eux, c'était un lieu sacré. Donc, ils ne sont jamais montés jusqu'ici, où nous nous trouvons aujourd'hui, pour éviter de déranger leur Dieu et qu'ils se mettent en colère. On a une sensation particulière quand on arrive ici sur cette montagne, quand on marche sur les sentiers, quand on atteint ces sommets. Je peux comprendre pourquoi c'était un endroit sacré pour eux. Il y a une étrange connexion qui se fait ici. On peut retrouver les traces des Taïnos en dessous de la ligne des 600 mètres d'altitude, avant la formation des nuages. Nous nous enfonçons dans la partie sud de la jungle gorgée de rivières et de cascades afin de rejoindre un site reculé que les Taïnos ont marqué de leur empreinte. Dernier témoin de cette civilisation, ces inscriptions dans la pierre sont appelées pétroglyphes. Beaucoup de sites de pétroglyphes sont très difficiles d'accès. Donc normalement, les touristes n'interagissent pas avec ces sites d'art rupestre parce qu'ils se trouvent dans des endroits où il n'y a pas forcément de sentiers. Pour nous, cela fait partie de notre travail, même s'il faut parfois marcher à travers la forêt pendant des heures. Ces pétroglyphes auraient été réalisés entre le XIIIe siècle et l'arrivée de Christophe Colomb sur l'île 2 siècles plus tard. Le pétroglyphe que vous voyez derrière moi est le pétroglyphe de la rivière Icacos. C'est l'un des plus complexes et des plus beaux stylistiquement que l'on connaît. Les pétroglyphes représentent les rites funéraires qui étaient pratiqués par les indigènes. Les civilisations précolombiennes des Caraïbes, en particulier ici à Porto Rico, enterraient leurs ancêtres d'une manière très spécifique. Ils les enterraient accroupis et non pas allongés comme nous. Ils enroulaient leur corps dans leur hamac et laissaient la tête en dehors. Ici, nous pouvons voir cette zone qui correspond essentiellement au nœud fait avec les cordes du hamac. Parce que le hamac était peut-être l'objet le plus précieux et le plus proche de la personne au cours de sa vie, car il était en contact avec cette personne toutes les nuits.
C'est le seul site jamais découvert qui représente cela dans les Caraïbes. C'est donc un endroit très spécial, compte tenu aussi du panorama face à la mer. Les pétroglyphes donnent sur la vallée et sur la cascade. Pour leur rite funéraire, les Taïnos se rapprochent des points d'eau. Nous savons qu'à l'époque précolombienne, il y avait une dichotomie entre le jour et la nuit, entre le monde des vivants et celui des morts. Et nous supposons que ces peuples précolombiens pensaient que ces piscines naturelles étaient des portails par lesquels leurs ancêtres qui étaient passés dans l'au-delà revenaient vers le monde des vivants pour interagir avec eux pendant la nuit. La forêt El Yunque fournit un quart de l'eau de l'île. Une ressource précieuse qui en recèle une autre. À la recherche de l'or charrié par les rivières d'El Yunque, les premiers colons espagnols asservissent les Taïnos et s'approprient les lieux. C'était donc un changement de vision à 180 degrés. D'un lieu sacré avec les Taïnos, la forêt devient pour les Espagnols un lieu d'exploitation. L'or n'est pas la seule ressource d'El Yunque qui intéresse les envahisseurs. Une grande partie du bois a servi à l'édification du vieux San Juan, capitale coloniale de Porto Rico. L'Europe aussi avait besoin de bois, en plus de l'or et de l'argent. L'époque de la Renaissance en Europe coïncide avec la conquête du Nouveau Monde, qui est apparu comme une sorte de grand supermarché où les Européens venaient se servir en matières premières. Pendant l'époque espagnole, les forêts portoricaines sont largement déboisées au profit de champs de canne à sucre ou de café. Les 10 000 hectares restants d'El Yunque deviennent réserve de la couronne espagnole en 1876, avant de changer à nouveau de propriétaire et d'usage. En 1898, les Espagnols cèdent l'île aux Américains. 30 ans plus tard, les États-Unis plongent dans la misère. C'est la Grande Dépression qui n'épargne pas Porto Rico. Le nouveau président, Franklin Delano Roosevelt, lance un programme phare au sein du New Deal, le Corps civil de protection de l'environnement, qui va occuper plus de 2000 portoricains dans la jungle pendant près de 10 ans. Ese nuevo trato quería integrar a la gente. Ce New Deal avait pour objectif d'intégrer les gens, leur donner du travail, mais aussi de protéger la nature. Donc ils ont commencé à embaucher toutes ces personnes qui n'avaient pas de travail et qui avaient vraiment faim. Parce qu'ici, à Porto Rico, les gens n'avaient pas d'emploi. Au mieux, ils étaient exploités dans la canne à sucre. Donc ils préféraient travailler pour le CCC. Ce programme s'appelait en anglais Civilian Conservation Corps. Mais pour nous, les 3 C, c'était Casa, Cash, Comida. Maison, argent, nourriture. Une maison, du cash et de la nourriture en échange des forces vives de Porto Rico qui replantent des arbres et aménagent la forêt. Quand ils les ont recrutés, ils leur ont demandé de montrer leurs mains pour voir si elles étaient assez dures pour travailler avec la terre, avec les pierres. Dans El Yunque, ils ont fait tous les aménagements que vous voyez. Ils ont ouvert les sentiers, ils ont agrandi la route pour l'emmener jusqu'à l'autre bout de la forêt. Ils ont construit les tours d'observation. Ils ont fait les piscines comme Baño de Oro ou Baño Grande. Dans le sillage de la création des parcs nationaux américains, la forêt se transforme en un lieu récréatif dédié au public. Les Portoricains redécouvrent alors la forêt de leurs ancêtres. L'une des premières choses qu'ils ont faites, ça a été de planter des fleurs et d'arracher des lianes, des plantes grimpantes, pour que cela ne soit pas trop chaotique, mais que cela évoque quand même une forêt vierge primitive. Par ailleurs, les 3 C sont devenus un moyen d'intégrer les gens au monde industriel, car on leur enseignait certaines compétences comme la conduite, faire fonctionner des machines, utiliser des outils, être de bons citoyens, avoir une bonne hygiène.
a tener higiene y hubo paz política. Et la paix politique a régné, parce que ces gens ne se sont pas soulevés contre le gouvernement des États-Unis. Ils ne se sont pas rebellés contre la puissance coloniale. C'était bien pratique. De los poderes coloniales, ¿verdad? Pues estaban muy cómodos. Dans les années 50, Porto Rico renonce à l'indépendance et signe un accord d'association avec les États-Unis, dont elle reste jusqu'à aujourd'hui l'une des dernières possessions. La forêt, qui a récemment repris officiellement le nom taïnos El Yunque, sous lequel la connaissent les portoricains, représente le dernier bastion de l'identité portoricaine. Je n'ai jamais été aussi heureux que les années où je travaillais dans cette forêt, parce que c'est sublime. C'est d'une beauté extraordinaire. C'est une thérapie pour nous, les portoricains. El Yunque est l'expression de la nation. Le concept de nation est traité avec controverse et difficulté à Porto Rico. Mais les portoricains vous diront toujours que cette forêt, c'est là qu'est notre nation. El Yunque porte en elle toute l'histoire et les stigmates de cette île combative et solidaire. En 2017, l'ouragan Maria dévaste Porto Rico. Depuis, des volontaires replantent la végétation et réhabilitent les sentiers de la forêt construits par les travailleurs des 3C. Imaginez des vents à plus de 250 km/h qui détruisent tout sur leur passage. Nous nous sommes retrouvés avec une forêt presque sans végétation. On avait l'impression qu'un incendie avait tout anéanti. À cause de la quantité d'eau tombée pendant l'ouragan, une forte érosion a été observée sur les sentiers. Il y a eu beaucoup d'éboulements, de glissements de terrain, comme ici. El Yunque est vraiment résiliente et a commencé à se régénérer très rapidement après l'ouragan. Encore une. L'effort communautaire qui est survenu après l'ouragan Maria, c'est quelque chose qu'aucun portoricain ne peut oublier. Nous avons été contraints de compter les uns sur les autres, d'aider nos voisins dans le besoin. Il y a encore beaucoup à faire, mais c'est une grande fierté de voir tout le travail qui a été accompli.